À l'ordre, s'il vous plaît, nous allons reprendre nos travaux. Nous avons le plaisir cet après-midi de rencontrer le Congrès maghrébin au Québec. Bienvenue. Bienvenue, M. Deraji, M. Foura. Donc, vous avez une quinzaine de minutes qui vous sont allouées pour votre présentation. Par la suite, suivront des échanges avec les parlementaires. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour aux membres de la Commission. Je suis très content parce que j'ai rencontré mon ancien recteur aujourd'hui. Donc, je suis émerveillé de le rencontrer parce que c'est lui qui m'a donné mon diplôme, parce que je suis étudiant, un ancien étudiant de l'Université de Laval. Je m'appelle... Il est devenu député de Charlebourg maintenant. Oui, c'est ça maintenant. Je pense que c'est sa dernière année en 2006. Je m'appelle Monsef Deraji, je suis le président cofondateur. Il est là. Je m'appelle Monsef Deraji, président cofondateur du Congrès maghrébin au Québec, et je suis accompagné aujourd'hui de M. Lamine Foura, qui est le secrétaire général du Congrès maghrébin au Québec. Je suis très heureux et nous sommes très enchantés au nom du CMQ de venir présenter nos réflexions parce que ça démontre à quel point nos institutions sont très démocratiques et qui nous permettent de discuter, d'échanger nos points de vue dans un climat paisible, mais surtout avoir de l'écoute. C'est avec un grand plaisir que nous présentons devant vous aujourd'hui nos positions sur la nouvelle planification de l'immigration pour la période 2012-2015. Le Congrès maghrébin au Québec a été créé par un groupe de professionnels maghrébins désireux de créer dans leur communauté maghrébine un lieu d'échange, de débat et de rencontres fructueuses, assurant ainsi leur intégration au Québec. Et c'est le premier regroupement de maghrébins d'origine au Québec. Nos préoccupations sont à la fois globales et locales, et de par notre sensibilité, nous sommes portés à nous préoccuper de l'intégration des Maghrébins et de leur épanouissement dans la société d'accueil québécoise, tout en faisant la promotion des échanges économiques entre le Maghreb et le Québec. En effet, les objectifs du Congrès maghrébin au Québec s'étalent sur les champs politiques, professionnels, sociaux et culturels afin de ressortir le meilleur de cette communauté et faire prévaloir ses droits. Et pour ce faire, nos activités sont axées sur les 4 postes stratégiques, à savoir le volet politique, participation civique et le volet social. Je vous annonce aussi que le CMQ, avant de déposer son mémoire, que vous avez devant vous, a lancé un projet de consultation auprès de ses membres. Et nous avons eu la chance de couronner cette série de consultations avec une rencontre sous forme d'un 5 à 7, où notamment Madame la Ministre nous a honorés par sa présence et qu'il a eu au moins un bon 2 heures de bonnes discussions franches avec les membres de la communauté. Et il y avait notamment des médecins, ingénieurs, étudiants étrangers, chômeurs, etc. Et je pense que vous avez entendu pas mal de choses, Madame la Ministre. Nous sommes convaincus que la planification de l'immigration est un enjeu majeur et de taille pour le développement du Québec. L'immigration aide la société à se développer et c'est un moyen pour nourrir la diversité et c'est un facteur de créativité, de richesse et d'ouverture sur le monde. Comme la Chambre de commerce de Montréal, nous sommes convaincus et nous sommes pour l'augmentation des taux d'immigration pour faire face aux problèmes de recrutement dont le Québec souffre et les régions du Québec souffrent. C'est quoi le portrait de cette communauté que nous avons l'honneur de représenter aujourd'hui? Donc, je vais essayer de préparer la table à nos échanges et à nos discussions. Je vais résumer ça en 4 points. C'est une communauté jeune. Selon les statistiques de 2006, c'est 83% des Québécois d'origine maghrébine étaient en âge de travailler, dont plus de 60% étaient âgés de moins de 45 ans. Communauté francophone, 98,3% des Maghrébins recensés en 2006 disaient connaître le français et seuls 43% d'entre eux ne parlaient que le français. Donc une communauté que parfois c'est le français qui parle et non pas une autre langue. Communauté hautement scolarisée. Bien que les informations directes sur le niveau de scolarité ne soient pas disponibles pour les 3 pays du Maghreb, nous pouvons inférer que les données qui indiquent que 63% des immigrants récents sont détenteurs d'un diplôme universitaire, donc on peut appliquer la même règle pour cette communauté aussi. Mon 4e point et dernier,
une communauté présente dans la grande région de Montréal, Laval et Longueuil. Nous aimerions maintenant attirer votre attention sur notre analyse et nos recommandations concernant les orientations soumises à la consultation par Madame la Ministre sur la nouvelle politique de l'immigration. Nous espérons que nos recommandations seront être de réelles contributions afin que les difficultés rencontrées par les membres de notre communauté soient résolues de manière à bien accueillir les nouveaux immigrants. Selon nous, ce qui nuit à l'intégration des Maghrébins en premier lieu, c'est les différents ordres professionnels et parfois avec des critères sévères, voire même trop sévères. Comment on peut expliquer à un ingénieur qui enseigne une matière pour les futurs ingénieurs de passer l'examen de cette même matière afin d'avoir son titre ou équivalence d'ingénieur au Québec? C'est juste un seul exemple. Et bien sûr, la question qui tue lors des entrevues, avez-vous la fameuse expérience québécoise et est-ce que vous parlez anglais? Sur ça s'ajoute le contexte de crise économique, de la culture d'entreprise, etc. Nous pensons que le problème se pose sur plusieurs niveaux et que ce n'est pas seulement une seule catégorie qui souffre, mais plusieurs. Pensons à nos artistes. Est-ce qu'un artiste maghrébin va avoir la vie facile? Pourtant, il est porteur d'un art international, d'une richesse qui n'a pas de limite ni de frontières. Je pense que la réponse est simple en regardant juste le petit écran de la télé au Québec. Pensons à nos journalistes et à nos médias communautaires. Je pense que dans tout cela, il y a quelque chose d'inapproprié. Le mémoire que vous avez devant vous contient 16 recommandations qui portent sur les différentes orientations soumises. Je vais passer là maintenant la parole à mon collègue Lamine Foura qui va continuer la suite. Allez-y, M. Foura. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers membres de cette commission, je tiens à vous remercier d'ouvrir une autre fois le débat sur la question d'immigration qui reste une question très importante pour le Québec et pour l'avenir du Québec et surtout pour l'avenir du français en Amérique du Nord. Mes commentaires vont être essentiellement sur le document. Je vais essayer de parler un petit peu de la démarche du document qui a été présenté à la discussion, de l'argumentaire utilisé dans le document et quelques commentaires sur les conclusions et les recommandations. Concernant la démarche, je trouve que le document manque une étape très importante qui consiste à identifier le problème qu'on veut résoudre. Certes que le document a présenté un portrait général de l'immigration au Québec, son historique, des statistiques, mais par contre, on n'a pas vu vraiment des problèmes identifiés. Il y a eu la question du problème d'intégration professionnelle qui a été mentionné dans le document, mais je pense qu'en termes de démarche, ça aurait été beaucoup plus facile à comprendre les conclusions et les recommandations si on a eu des problèmes listés et identifiés comme étant des problèmes à régler et prioriser. À titre d'exemple, j'aurais aimé voir la question du français identifiée comme étant un problème, et pour moi, ça doit être le premier problème qu'on doit résoudre, c'est de maintenir une société francophone au Québec. Et là, tout au long, l'argumentation va suivre pour démontrer que les recommandations vont résoudre ce problème. Même si les problèmes ont été présentés sous forme de paragraphes, en termes de démarche d'argumentation, j'aurais aimé voir les problèmes, on aurait aimé voir les problèmes de façon à ce qu'on puisse voir la recommandation. À titre d'exemple aussi, et j'ai vraiment aimé ça dans le document, c'est que la notion d'arbitrage délicat qui a été mentionnée en introduction démontre la complexité de l'équation qu'on voudrait résoudre. Parce qu'on peut avoir des objectifs contradictoires à réconcilier, et cela, c'est pour ça que j'insiste sur l'élément priorisation. C'est que le document admet cette complexité et cette délicatesse de la situation à réconcilier des objectifs contradictoires, mais par contre, les problèmes à résoudre ou les objectifs ne sont pas priorisés. Et c'est pour ça que des fois, on va retrouver des contradictions dans les recommandations. Je passerai à la question d'argumentation, puisqu'elle est liée à la démarche. C'est que ce manque de lien entre les problèmes et leur identification et les recommandations font en sorte qu'on a de la difficulté à comprendre les recommandations. Et je vais saisir l'occasion de ma présence devant vous, surtout pour peut-être nous éclairer sur les éléments qu'on n'arrive pas à comprendre et peut-être s'il y a à notre incompréhension des objectifs. À titre d'exemple,
Le document insiste sur le fait que le français et le fait français au Québec est quelque chose qu'on doit sauvegarder. Paradoxalement, à la page 28, on retrouve une certaine hésitation de la part du document à être capable d'atteindre les objectifs. Où on dit clairement que cette proportion d'immigrants connaissant le français sera déterminée par différents facteurs, comme le nombre et la proportion que représente au sein des admissions le réfugié et les immigrants, aussi les bassins. Donc on voit une certaine hésitation. Dans le même sens, on voit que la seule recommandation qui n'est pas quantifiée, c'est celle du français. Ce qui est paradoxal de considérer le français comme étant un élément important. C'est qu'on est sûr d'atteindre 50% des migrants de travailleurs qualifiés. On le dit comme un objectif mesurable et observable, puisqu'on parle d'un chiffre. On est capable d'aller chercher un 65 à 75% des immigrants ayant moins de 35 ans. Tout est quantifié. Et quand on parle de français, on parle de majoritaire. 31%, 55%, 80%. Et je pense que c'est très important. Si on avait bien priorisé, à mon avis, les éléments qu'on voudrait atteindre comme objectif, on n'aurait pas tombé dans des contradictions où l'élément le plus important, que tout le monde est d'accord au Québec, ne soit pas quantifié. Et là, ça laisserait une grande flexibilité à l'administration de dire que 51% correspondait aux objectifs. Or, on aurait pu atteindre 60%, par exemple. Au niveau de l'argumentaire, toujours, le lien entre les propositions et ce qui est présenté au niveau des orientations manque aussi d'argumentaire. À titre d'exemple, on nous dit que c'est sûr que si je ramène quelqu'un qui a 35 ans, il va rester plus longtemps sur le marché de travail que quelqu'un qui a 45 ans. Mais par contre, on oublie que quelqu'un qui a 45 ans, il peut avoir un enfant de 10 ans qui sera sur le marché de travail plus rapidement que quelqu'un qui a 35 ans qui n'a pas d'enfant. Donc, en termes de maintien de personnes sur le marché de travail, la notion de famille n'est pas mentionnée comme étant un élément qui va nous garantir un maintien rapide d'un certain nombre de personnes actives sur le marché de travail d'une façon rapide. Et c'est là aussi on remarque un manque de relations où, moi, personnellement, je questionne le fait parce que on aura plus d'immigrants qui ont 35 ans, on va assurer un nombre important. Je peux remonter un scénario où je vais avoir des familles où les enfants arrivent à entre 5 et 10 ans. Donc, dans 15 ans, ils seront sur le marché de travail au lieu de 25 ans. Et les 10 ans qui sont perdus par les parents, ils seront rattrapés par enfin, on va assurer une courbe beaucoup plus lisse en termes de maintien du nombre de personnes au niveau du marché du travail. La même chose sur la question des bassins. Et là, je reviens à l'élément très important, l'arbitrage délicat. C'est comme si cet arbitrage délicat ne nous a pas aidé à évaluer la question des 30%. Je pense que c'est un petit peu dangereux tout le monde est d'accord que la diversité est une source de richesse pour le Québec. C'est très important de maintenir une immigration diversifiée. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'histoire. C'est que l'immigration au Québec, comme l'immigration un peu partout, est liée à des événements politiques, économiques dans notre pays. Sans citer aucune communauté, on sait très bien qu'une certaine communauté est arrivée plus massivement durant une certaine période des problèmes dans les pays d'origine. Et que la présence d'un taux élevé d'immigration du Maghreb aujourd'hui est liée aussi à un contexte qui va évoluer dans le temps. Parce que si on avait suivi la courbe de certaines d'autres communautés qui sont arrivées dans les années 40 et ceux qui sont arrivés dans les années 50, on aurait eu un Québec avec une seule communauté. Donc, je pense que c'est un petit peu très dangereux de se baser sur une période très courte pour mesurer la présence d'une certaine communauté ou d'un certain bassin pour décider de le réduire, sachant systématiquement que cette décision va avoir un impact sur d'autres objectifs, essentiellement le fait français au Québec et surtout un taux élevé d'immigrants qui maîtrisent la langue française. Un dernier commentaire sur la question du français. Je pense qu'un élément aussi qui nous a un petit peu étonnés dans le document, où on dit clairement que le français est un élément indispensable à l'intégration professionnelle au Québec. Je considère et nous considérons que le français est la priorité des priorités au Québec. Il y a une obligation morale pour chaque immigrant de devenir francophone s'il ne l'est pas et de l'être naturellement s'il a été choisi parce qu'il est francophone. Mais par contre, je pense qu'il faudra éviter qu'on ait la politique de l'autruche. Parce que les chiffres sont contraires à ça. Le taux de chômage des allophones anglophones à Montréal est de 12%. Le taux de chômage des allophones francophones à Montréal est de 24%. Je ne me rappelle pas de l'année, mais c'est des chiffres qui démontrent aujourd'hui. Et je peux vous demander, moi personnellement je suis dans le domaine du génie, si quelqu'un peut me trouver une entreprise à Montréal qui pourra recruter un ingénieur juste francophone, j'aimerais bien la retrouver. Et je peux vous retrouver des dizaines et des milliers d'entreprises qui vont accepter aujourd'hui de recruter un ingénieur juste anglophone. Donc, il faut qu'on sorte un petit peu de nos slogans
Il faut que nos politiques sachent la réalité. Il faudra qu'on trouve les moyens de façon à ce que la société elle-même se transforme, parce que la réalité économique, des fois, est en contradiction avec la réalité de nos objectifs idéologiques et de survie de la langue française. Et on ne peut pas juste dire tout simplement aujourd'hui que le français pourra aider les immigrants, ils doivent juste être francophones. Il faut qu'ils soient francophones, mais il faut qu'on ait l'aide des fois, même à apprendre l'anglais pour pouvoir intégrer le milieu de travail, surtout dans le domaine du génie. Et merci. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Nous allons donc poursuivre avec les échanges avec les parlementaires. Madame la ministre. Oui, ben, on va aller peut-être sur cette question de bassin, parce que publiquement, j'ai déjà déclaré qu'on va trouver une nouvelle orientation, parce qu'il y avait un malaise par rapport à un chiffre. Et comme vous le dites, l'idée, c'est surtout la diversité. Les employeurs ne veulent pas l'homogénéité dans les sources d'immigration. Ils disent que ce n'est pas ça qui va les rendre plus intéressants, compétitifs. Ils veulent des gens de partout dans le monde. Le Québec a toujours eu une diversification dans son immigration, mais c'était surtout de s'assurer que nous, en tant que gouvernement, on continue. Et il y a eu vraiment une désinformation. Le Maghreb n'était pas ciblé. Lorsque cette orientation a été faite, c'était beaucoup dans l'allocation des ressources au ministère, de s'assurer qu'on fasse les choses de façon transparente et qu'on continue dans le même sens. Maintenant, ceci étant dit, et c'est intéressant, puis vous êtes là, et ce que je trouve très sain dans notre société, et depuis déjà quelques années, on cible carrément, grâce à des discussions avec la communauté maghrébine, les employeurs, les membres de la société civile, le gouvernement et la communauté, tout le monde a ciblé ce problème de chômage. Les chiffres sont là pour le dire, pour nous le montrer, et le gouvernement s'est mis en branle pour vraiment s'attaquer à ce problème, et depuis 3 ans, 4 ans, beaucoup de travail a été fait avec les ordres professionnels. Je ne sais pas si vous savez tout ce qui a été fait et des résultats intéressants avec les ingénieurs, par exemple. Maintenant, il y a une formation d'appoint qui est donnée avec la Polytechnique. Moi, j'ai assisté à une foire d'emploi. Il y avait des employeurs de partout, des grands employeurs. J'ai rencontré beaucoup d'ingénieurs qui avaient fait cette formation, qui venaient de l'Afrique. Et vraiment, ils étaient très, très optimistes et il y avait des connexions qui se faisaient. En tout cas, ça, c'est des nouvelles choses. Et je pense que ce qui est sain dans ces consultations, c'est qu'on a une capacité au Québec de mettre les choses sur la table. Et il y a eu franchement, il y a eu des commentaires qui ont été faits sur, oui, il y a la langue, mais il y a la question de la culture. Bon, oui, les gens peuvent partager une langue, mais est-ce qu'elles ont nécessairement la culture? Donc, il y a maintenant des outils de gestion de la diversité, parce que les employeurs disent la langue, c'est une chose, mais il faut aussi une culture de travail qui ressemble aux Québécois. Et on a senti chez les employeurs, et tout le monde en parle ouvertement, il y a du travail à faire de ce côté-là. Les attentes que peuvent avoir les uns et les autres. Et vous parlez aussi, je pense, de cette question-là. Peut-être qu'on peut y arriver, parce que vous êtes là devant nous, il faut qu'on en profite pour qu'on se parle des vraies choses et puis qu'on puisse voir d'autres outils qu'on pourrait développer. Vous connaissez sûrement le programme PRIME. Alors, on a vraiment décidé de cibler la communauté maghrébine. Maintenant, avec le programme Immigrants Investisseurs, on espère aller beaucoup plus loin avec ce programme parce qu'on pourrait générer le double des investissements pour ces programmes-là. Il y a des programmes de mentorat, des programmes, des stages, on parle de stages. Et ce que je trouve très, très rassurant dans tout ce qui a été dit par tous les intervenants qui sont venus jusqu'à date, c'est que les gens de l'Afrique, on va parler généralement, parce que c'est pas juste le nord de l'Afrique, c'est je dirais l'Afrique francophone, disons ça, c'est une source d'immigration vraiment intéressante pour le Québec. Vraiment intéressante, et tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y a des ajustements. Et on va très directement sur l'arrimage, la formation. Donc, comment faire en sorte, parce que c'est pas vrai que toute formation et éducation ou diplôme universitaire dans un coin du monde va être compatible avec les attentes des employeurs ici. Alors, les employeurs veulent qu'on aille encore plus loin que ce qu'on a fait. Donc, c'est ça l'orientation qui parle de 50 %, on cible 50 %, d'atteindre le 50 % de ceux qui ont le profil qui répond aux besoins du marché du travail, les métiers, les professions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette orientation généralement? Donc,
Honnêtement, c'est ces mesures-là qui vont faire en sorte que les gens vont mieux intégrer le marché de l'emploi. Parce qu'on aura vraiment travaillé avec des employeurs. Ça donne confiance aussi. Il y a un élément de confiance qu'on ne dit pas. Mais quand les employeurs voient qu'on travaille étroitement avec eux pour répondre à leurs besoins, ils ont plus confiance aussi dans le système de sélection d'immigration. Donc, tout n'est pas parfait, ça c'est évident. L'immigration, c'est un projet en amélioration continue. On est en compétition avec tous les pays. Les gens s'imaginent souvent qu'on est capable de... Bon, on augmente ça à 65 000 par année. Non, c'est pas possible. Le Québec ne pourrait pas avoir francophones, scolarisés, jeunes, avec des compétences et pouvoir augmenter de 15 000, c'est pas possible. On est en compétition avec d'autres. Alors, nous, nos objectifs, c'est vraiment... C'est très calculé, c'est des estimés, c'est sûr. Maintenant, pour aller donc sur cette question de 50 %, êtes-vous d'accord avec cette orientation d'augmenter? M. Daragi? Je vais juste attirer votre attention à quelque chose qui est très important, parce qu'on l'a dit dans nos recommandations, et je pense que vous les avez devant vous. On a sept recommandations par rapport à la première orientation. La chose la plus importante, c'est que je me mets à la place de quelqu'un qui est à Casablanca aujourd'hui, à Tunis ou en Alger. Il voit les orientations par rapport au marché de travail au Québec. Bon, je sais que tel métier, ça va être demandé, j'ai la décision, je vais envoyer ma demande. Il ne faut pas oublier quelque chose, qu'une demande qui provient du Maghreb, ça prend 5 ans. Donc, si on va aller dans la logique on va essayer de faire un arrimage entre le marché de travail et les demandes qui vont avoir comme provenance du Maghreb, il faut faire attention aussi à ce délai qui joue contre les requérants principaux. Donc, est-ce qu'on va prendre écoute, pour... Correction. Ouais. Oui, ceux qui ont le profil sont traités en priorité, selon cette nouvelle grille. Donc, ça veut dire que ils peuvent venir de n'importe où. Mais ça reste qu'actuellement, est-ce que... Non, ils sont traités prioritairement en vertu de cette grille de sélection. Ça veut dire demain, un employeur a un besoin en particulier, le besoin il est comblé. C'est pas un employeur. Il y a d'autres missions qui font ça aussi. Il y a le PELI, ça c'est intéressant aussi. Mais en vertu de la grille de sélection et les métiers et les professions qui ont été identifiés, dès que ce profil est identifié, le processus est enclenché beaucoup plus rapidement. J'enchaîne juste par rapport à notre recommandation de l'anglais, c'est que la première recommandation insistait davantage sur l'importance de l'anglais comme un des critères importants pour une meilleure intégration au marché de travail. Je pense que de plus en plus on peut être clair comme message qu'on envoie à l'extérieur. Oui, on est dans un pays francophone, on parle français, on peut vivre vraiment merveilleux, d'une manière très merveilleuse à Montréal ou à Québec, au Québec en français, mais pour pouvoir intégrer le marché de travail et aller chercher l'emploi qu'on veut, ça prend une connaissance de l'anglais. Par rapport à quelque chose que vous avez soulevé en termes de se familiariser avec la culture québécoise, ça on l'a mentionné au niveau de l'orientation 2, donc que soit introduit des cours obligatoires de français mais taillés sur mesure pour les nouveaux arrivants qui possèdent déjà une connaissance du français, mais plutôt les aider à se familiariser avec la culture québécoise, les codes culturels, la notion du réseau qui peut nuire beaucoup aux nouveaux arrivants, parce qu'on sait très bien que pour intégrer le marché de travail, si tu n'as pas de réseau, tu es comme déconnecté de la réalité. Oui. Merci, Madame la ministre. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs qui ont fait cette recommandation. Ils ont souligné le fait que, justement, parce que les gens de l'Afrique, beaucoup, sont déjà des locuteurs francophones, et ils n'ont pas accès à ces cours de francisation qui sont plus que des cours de langue, c'est aussi des cours de culture, d'histoire, etc. Donc, comment fait-on pour s'assurer que ces personnes-là ont accès à ces cours d'orientation sur la société québécoise en général? Donc, vous soulignez cet élément aussi, l'importance de ça. Dans la recommandation 4, c'est créer un portail d'information dédié aux candidats issus du Maghreb, ou ça peut être un portail général pour leur fournir le maximum d'informations reliées aux études, au travail, au logement, à la famille, à la santé, aux loisirs. Je pense que déjà préparer les gens, là maintenant avec l'Internet, c'est plus facile de préparer les gens avant de venir ici. Comme ça, ils vont pouvoir économiser plus de temps. Si tu peux ajouter...
Vous voulez ajouter, allez-y. Oui, rapidement, je pense en termes d'objectifs, tout le monde serait d'accord que l'adéquation entre le besoin du marché de travail et notre immigration est très important comme élément et comme objectif. Par contre, il y a juste un commentaire général, c'est que dans le processus d'immigration, nous avons les entrées du système, il y a le système d'intégration et après le résultat qui serait une intégration en harmonie avec la société, avec les valeurs de la société, un épanouissement personnel et familial de toute la famille qui ont décidé d'immigrer au Québec. Le danger, c'est que qu'on ait une fixation sur l'entrée, qui est le type d'immigrant qu'on ramène, sans revoir le système. Et aujourd'hui, le système comporte des contradictions. Monsef avait mentionné la question des ordres professionnels, où quelqu'un peut se retrouver enseigner un cours à Polytechnique, à l'ETS, et en même temps, si lui il veut déposer, parce que son diplôme vient de l'étranger, il veut déposer sa demande d'ordre des ingénieurs, il doit passer un examen sur le cours qu'il donne aux ingénieurs qui, eux, sont admis à l'ordre. Ça, c'est une réalité, donc il faut résoudre. Les efforts qui ont été faits, c'est vrai, au niveau des programmes, oui, mais pas au niveau des lois. Il y a eu le projet de loi 25 qui a résolu le problème des médecins qui peuvent être des immigrants permanents pour un permis temporaire. C'est la contradiction. On résout pour un immigrant permanent, on lui donne un permis temporaire, et qu'on sait très bien que, c'est sûr qu'il y a la question des médecins, mais lors des ingénieurs, d'un point de vue législatif, à mon avis, il y a encore des choses à faire. La commission, j'ai oublié son nom, de l'ancien directeur de l'école polytechnique qui a été mise en place dans les années 2006. Il y a eu beaucoup de recommandations qui ne se sont pas retrouvées dans le projet de loi 25 qui a été proposé après, qui a vraiment traité. Donc, il faudra qu'on revoie le système. C'est sûr qu'une adéquation par rapport au nombre d'immigrants qui sont qualifiés, qui correspondent aux besoins, oui, mais je pense que notre système d'intégration demande une revisite. Et moi, je relance, je pense qu'il y a eu des membres qui sont présents devant la commission qui ont parlé des états généraux du système d'immigration. Je pense que c'est pertinent. C'est dans l'intérêt de tout le monde de revoir notre façon de fonctionner par rapport à la question de l'intégration. Vous connaissez le guide... Oui, Monsieur le Président, vous connaissez le guide Apprendre le Québec, parce que tous ces outils on peut les avoir accès en ligne. Donc, on parlait de cette sensibilisation à la réalité québécoise, mais il y a quand même beaucoup d'outils en ligne, mais ce que vous dites, c'est d'aller encore plus loin, plus détaillé, des sessions de formation. Évidemment, je pense qu'on est bien conscient de ça. C'est que peut-être plus au Maghreb, parce qu'il y a beaucoup de consultants. Et ça a été souligné qu'il faudrait que ce soit le MIC qui transmette l'information. Et donc, on va vraiment faire un travail avec toutes les recommandations, parce qu'on a des recommandations pour les orientations. Ça, évidemment, c'est assez clair et net. Mais ensuite, il y a beaucoup de recommandations qui émanent sur ces questions d'intégration. Comment aller un peu plus loin avec les ordres professionnels? Comment aller plus loin avec les entreprises et de vraiment bien cibler, faire un meilleur arrimage, etc. Beaucoup de commentaires sur les travailleurs temporaires aussi, le PEC. Bon. Donc, on a quand même encore du travail à faire. Moi, je considère, après ces consultations, parce qu'il y a vraiment une richesse, ces consultations, c'est toujours ça, une richesse d'idées. Donc, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin, surtout sur ces questions d'intégration, parce que c'est beaucoup les gens qui le vivent sur le terrain, comme vous. Et vous êtes en contact avec des gens qui vivent des réalités. Lors de la rencontre qu'on a eue il y a quelques mois, évidemment, tout ce problème, j'avais beaucoup entendu parler l'expérience québécoise qu'on exigeait. Et évidemment, les personnes n'étaient pas capables d'avoir une expérience québécoise. Donc là, on offre des stages. Il y a des idées d'offrir des stages qui fait en sorte que... je voudrais vous poser une question assez générale. Est-ce que vous sentez qu'avec... parce qu'on avait le conseil du patronat qui était ici tantôt, d'autres du milieu économique, et ils expriment une volonté, premièrement, parce qu'ils sentent que finalement, s'ils ne s'ouvrent pas rapidement à cette diversité, ils auront beaucoup de problèmes à combler leurs besoins. Puis il y a des départs à la retraite importants, vous connaissez les chiffres. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être, et le fait qu'on en parle si ouvertement, une conjoncture peut-être positive, si on continue tout le monde à travailler ensemble, une conjoncture qui fait en sorte par nécessité, en autant qu'on puisse outiller les PME, là, ça revient constamment. Les grandes entreprises,
C'est plus facile pour eux. Ils ont des gestionnaires de la diversité, ils ont des départements de ressources humaines, ils sont mieux équipés. Mais c'est les PME qui n'ont pas le temps de réfléchir à ces choses-là, qui ont des contraintes. Quand on leur parle de gestion de diversité, ils ne savent pas trop de quoi on parle. Ils ont juste besoin de telle et telle personne pour combler un besoin. Comment vous voyez ça sur le terrain? Au-delà des professions, parce qu'évidemment, ça, c'est une autre problématique. Comment vous voyez la situation actuellement en 2011? M. Deradji ou M. Foura? M. Deradji? On a des modèles, je dirais, d'intégration qu'on peut voir dans certaines villes. Je vais citer l'exemple d'une ville que les échos qu'on a, c'est quand même très positif, c'est la ville de Sherbrooke. Donc, et on voit l'impact de la présence de l'université. Moi, je vois ça comme vraiment une boucle. C'est que tout le monde peut gagner. On peut imaginer et faire un peu de philosophie qu'une intégration, ça peut être géré d'une manière très fluide dans un environnement où il y a l'université. On peut prendre pas mal d'exemples, Rimouski, Abitibi, Québec, Sherbrooke, où l'université, cégep, que ce soit avec des demandeurs, je dirais des nouveaux arrivants ou des étudiants étrangers, on peut diminuer l'impact, que ce soit du taux de chômage ou l'intégration. Parce que un jeune qui arrive, et on lui décrit vraiment que ça prend d'une manière très claire c'est quoi l'ABCD pour pouvoir réussir l'intégration et réduire le fait de dire que c'est 5 ans pour pouvoir arriver à avoir une bonne situation parce que le bon monsieur a déjà perdu 5 ans en attendant l'arrivée au Québec. Donc, imaginez-vous un 10 ans de perdu dans la vie d'un jeune ou d'un couple, c'est quand même alarmant. Donc, personnellement, je pense qu'au niveau des régions et au niveau des PME, on est tous conscients qu'on doit faire un effort, je dirais, les deux. Nous, en tant que communauté, et d'ailleurs c'est la raison d'être du Congrès maghrébin, parce qu'on se bat toujours. Aujourd'hui, on est en face de vous, on vous donne un peu ce qu'on entend, mais quand on est en face de la communauté, ben, on insiste sur le fait, et vous étiez là, et l'ami le fait aussi dans la radio, on essaie de faire je dirais, un effort de sensibilisation, parce que ce n'est pas évident. Il faut décortiquer les codes et tout ça. Mais je dirais le but, pour maximiser l'intégration, c'est vraiment aller dans des régions bien spécifiques. On sait c'est quoi le besoin, mais aller chercher la plus-value au niveau des universités et des cégeps, et comme ça on va réduire le temps d'intégration de ces personnes. Oui, allez-y, M. Foura. Rapidement, bon, le proverbe dit que nous sommes jamais, on n'est jamais prophète chez soi, et la victime cette fois-ci, c'est pas une personne, c'est l'interculturel. Je pense qu'au Québec, on n'est pas conscient que nous avons un modèle que je considère original, même qui se positionne comme étant un équilibre entre deux modèles, et malheureusement, beaucoup de Québécois essaient de le pousser vers la droite ou vers la gauche, vers un modèle d'assimilation ou vers un modèle multiculturel. Et je pense que la promotion, premièrement, la définition d'une façon très claire d'un modèle interculturel québécois sur la question de la gestion de la diversité, ça doit être une priorité, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des médias. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup et on le considère comme étant juste le fait de le mentionner comme étant une finalité. Et je pense que le mentionner comme modèle, c'est le début d'une discussion. Et si on arrive clairement, ensemble, gouvernement, parlement, médias, société, à établir d'une façon très claire, c'est quoi l'interculturel québécois, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi les limites des spécificités, en parallèle des valeurs communes, et ça c'est très important, et l'objectif de converger vers des valeurs communes comme étant un chemin, un cheminement pour chaque immigrant qui veut s'installer au Québec, et c'est quoi la démarche appliquée en fin de compte, la révolution tranquille qui a été appliquée à toute une société, à un parcours des individus, de façon à ce que leur déchirement, parce que l'immigration c'est un déchirement, c'est une réalité, d'un point de vue psychologique, quitter son environnement, ce n'est pas une décision facile, même si on peut aller même au paradis. Donc c'est une réalité aussi, il faut être conscient. On aurait aimé avoir des machines qui pourraient transformer les gens à l'aéroport de façon à ce qu'ils ne vont pas vivre ce déchirement. Donc il faudra aussi être conscient que les gens, avec toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, de vouloir aller vers l'objectif que tout le monde veut, des valeurs communes, il y a aussi un parcours individuel qui peut être même différent au sein de la même famille. Et c'est pour ça que des fois on retrouve des déchirements à cause de la vitesse d'assimilation de ces valeurs et de ce nouveau modèle de vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau du modèle interculturel pour améliorer cette question de diversité. Moi je pense qu'on est bien,
mais on peut être beaucoup meilleur. Merci. Autre question, Mme la ministre? 2 minutes. Il y a tellement de questions qu'on pourrait avoir. Sur la question de la langue, j'essaie de revenir sur vos commentaires, sur nos objectifs. La manière que le document est construit, c'est toujours de la même façon. Il y a une orientation et on a un estimé, parce qu'évidemment, comme vous le dites, c'est ces arbitrages, c'est un portrait global, on se donne cet objectif. On commence avec des données démographiques, le marché de l'emploi, et on est réaliste. On est réaliste, et je le répète souvent, on se croit bien bon, puis on sait on vit dans un paradis, mais il faut convaincre les autres aussi, et il y a de la séduction aussi dans ça. Donc, on a toujours des objectifs quand même réalistes. Alors, c'est 50 000, c'est 55 000. Le Canada aussi, bon, il y a aussi il y a la politique d'immigration et la part du Québec dans l'immigration qui joue. C'est très important pour garder son poids au sein de la Fédération. Donc, les objectifs par rapport à cette majorité francophone, c'est pas parce qu'on veut diluer, c'est vraiment, on estime entre, c'est à peu près entre, où est-ce qu'on est, sur les Français, majorité. Là, on est rendu à 63%, donc 65%, donc on devrait être capable, c'est sûr, d'avoir le même taux de succès parce qu'on est en progression constante depuis 20 ans. Il y a 20 ans, c'est moins de 40%. Donc, il y a vraiment une volonté à ce niveau-là. Mais on rajoute autre chose maintenant, c'est de vraiment évaluer la compétence des personnes. On ne dit pas que c'est 100%. Ce serait impossible d'avoir 100%, à moins d'envahir la France et puis d'amener tout le monde ici. Et puis, il y a aussi le dossier de la mobilité. Pour vraiment avoir un portrait global, on oublie souvent ça. Il y a l'immigration permanente, l'immigration temporaire et la mobilité. Et la mobilité, de plus en plus, est un enjeu important. Les jeunes bougent constamment, ils vont partout, ils font des stages en Chine, ils vont en Afrique, ils vont ailleurs, ils découvrent des choses. Et cette mobilité en soi enrichit aussi les sociétés. On vit avec une nouvelle génération. Pour eux, ils sont dans ce monde globalisé. Et franchement, pour donner un vrai portrait du capital humain qui circule, il faudrait regarder ces trois choses. Et l'immigration temporaire qui vient aussi alimenter l'immigration permanente d'une façon très stratégique, parce que c'est des gens qui ont l'expérience québécoise, soit c'est des travailleurs temporaires qualifiés ou des étudiants. Donc, sur la question de la langue, êtes-vous en accord avec l'orientation qui j'imagine que oui, là, je pense que vous êtes dit en accord avec ça, mais peut-être de le dire ici, d'augmenter le niveau, de vérifier le niveau de connaissance du français chez la catégorie des travailleurs qualifiés. Vous avez 2 minutes. J'accorde ça. Moi, je pense, par contre, je serais d'accord à quantifier nos objectifs, parce que si aujourd'hui on est à 63 majoritaire, 51 c'est majoritaire. Donc on peut réduire le taux actuel et on sera aligné avec l'objectif, comment il est mentionné aujourd'hui. Je pense que ce serait intéressant qu'il soit quantifié de façon qu'on assure une progression. Mais je pense aussi que c'est important de valider la connaissance des gens réellement du français, parce que aussi on peut prétendre que la personne maîtrise le français, mais en réalité, par rapport à la connaissance réelle, il se peut qu'elle ne soit pas là. Je vais juste ajouter, comme on l'a dit très bien dans la recommandation 8, c'est que nous, au-delà de la langue française, on insiste sur se familiariser avec la culture québécoise et au code culturel du Québec. C'est ce qu'on entend beaucoup et c'est ces cloches et c'est ce qui cloche un peu au niveau des entrevues et que ça peut bloquer parfois de décrocher un emploi parce que parfois la personne est techniquement bonne, mais est-ce qu'elle va fitter avec la culture d'entreprise et la culture de l'équipe? C'est là où ça bloque. Donc, si on peut, écoute, je pense qu'on demande beaucoup, mais si on peut avoir un cocktail, on peut avoir ces personnes, parce qu'on ne va pas gaspiller beaucoup de temps, parce que c'est des gens qui ont fait des études supérieures en français, mais aller au-delà de la maîtrise du français, parce que je ne pense pas que la communauté maghrébine a un problème de français, plutôt un problème de décodage des mœurs et un code culturel propre au Québec. Monsieur le député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Votre mémoire recoupe pas mal des points qui ont été soulevés lors de notre visite, c'est comme ça, hier, et c'est fort intéressant parce que le cas spécifique des communautés d'origine maghrébine est unique, est assez singulier pour des raisons linguistiques et géopolitiques parfois.
Vous avez beaucoup de recommandations, ce qui prouve beaucoup de travail. Certaines m'ont... en fait, je me suis arrêté à 2 ou 3 pour quelques questions. Je comprends très bien que vous avez une sensibilité et un attachement à la culture francophone et à la nécessité pour le Québec de le préserver. Néanmoins, votre première recommandation est d'insister davantage sur l'importance de l'anglais comme un critère important pour une meilleure intégration. Je veux savoir, parce que vous comprendrez qu'il y a un message ambigu. En débarquant de l'avion, la vraie vie, là, au paradis, là, en débarquant de l'avion, là, les gens, au bout de 5 minutes, ne comprennent plus rien. Ils se sont fait dire qu'ils arrivaient dans la province française d'un pays bilingue, ils débarquent de là, les gens leur parlent en anglais, bref, ils prennent le journal, puis ils ne comprennent plus. Et si on met ça, on endosse un message qu'on entend, y compris ici et tout le temps, que c'est donc absolument essentiel de maîtriser l'anglais. On l'a avalé, cette couleuvre-là. Là. Déjà, ça fait un certain temps, on est en train de la digérer. Personnellement, j'ai un peu de difficulté avec mon acide gastrique avec cette couleuvre-là, parce que je ne crois pas que la totalité de la population d'une nation doive maîtriser une autre langue que sa langue nationale. Que c'est toujours utile, certes. Que c'est un outil fondamental de voyage, extraordinaire. Que l'école publique, les programmes scolaires en général, doivent donner une base, assurément, c'est fort utile. Mais qu'on doive tous être prêts à maîtriser une langue seconde, qui est la lingua franca planétaire, pour être capable de travailler, ça serait un problème si c'était vrai. Dans les faits, si on va en Italie, les Italiens parlent italien, sauf ceux qui travaillent en commerce international, en transport, en tourisme, en restauration, bref, n'importe qui reçoit des touristes à travers le monde vont se réfugier à la langue commune qui va souvent être l'anglais. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'on doit dire aux gens qui émigrent au Québec, ou pire, est-ce qu'on doit en faire un critère? Mais c'est sûr que je ne suis pas sûr le sens du mot critère dans cette phrase-ci. Est-ce qu'on doit lui donner des points parce qu'ils ont une maîtrise relative de l'anglais pour être admis? Allez-y, monsieur. Comme on dit, on va dire les vraies affaires, et je pense que c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est bien beau ce que vous dites, et c'est la vérité. Moi aussi, j'ai eu de l'acide gastrique, et ce n'est pas uniquement moi, pas mal de membres de notre communauté, mais c'est la vérité. Je préfère qu'on inclue ce critère et que les gens, avant de venir, ils vont savoir que, malgré qu'ils maîtrisent la langue française, malgré de leur qualité, et leur diplôme, et leur expérience, et leur expertise technique, mais c'est impossible qu'ils décrochent un emploi. Nous avons tout à l'heure un exemple en aéronautique. C'est la vérité. Le langage de l'entreprise, ce n'est pas le français, malheureusement. C'est la langue anglaise. La communication à l'interne, c'est l'anglais. Et ça dépend de quel job on veut. Qu'est-ce qu'on cherche à travailler? Parce que c'est des gens qui ont soit des carrières à l'international, soit c'est des gens qui ont déjà travaillé dans pas mal de compagnies. Donc, ils aspirent à avoir une carrière professionnelle. Et malheureusement, pour faire cette carrière professionnelle au Québec, ça ne prend pas juste que le français. Je parle sur le marché du travail. Certaines compagnies, c'est une exigence. C'est qu'on voit le descriptif du poste, le bilinguisme est un atout. En face du recruteur, il teste le niveau de l'anglais. Et c'est ça qui handicape pas mal de nos concitoyens. C'est quelque chose qu'on entend souvent. On l'entend chaque jour. Et c'est pour cela qu'on l'a mis, pas comme par hasard, comme première recommandation, parce que nous aussi, on est tannés de ce qu'on entend, que les gens ne veulent plus rester au Québec, veulent revenir, et parfois ils regrettent le fait de venir à une province francophone, or que ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on entend, c'est pour cela qu'on l'a mis ici. Oui, allez-y, monsieur. J'ajouterais juste un élément très important. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous que c'est anormal. La situation, elle est anormale. Donc, en termes de description, comme on se fait la décrire, c'est anormal. Mais on a deux façons de résoudre un problème. Soit qu'on va mettre le fardeau de cette responsabilité de transformer la société ou la réalité de la société aujourd'hui. Et quand je parle de la société, elle est des fois imposée par l'histoire, elle est imposée par l'histoire économique aussi du Québec. Il y a des raisons. On peut aussi ouvrir le débat sur les raisons du statu quo aujourd'hui, de cette réalité. Soit qu'on la met sur le dos du fardeau de l'immigrant, et lui doit mener la bataille seul, soit qu'on se mette tous, comme société québécoise, en disant que ce n'est pas normal, et prenons les décisions nécessaires pour changer cette situation anormale, et non pas seulement forcer. Je donne un autre exemple paradoxal.
une question que j'avais posée durant les élections de 2003, M. Charest, avant qu'il soit Premier ministre, sur est-ce qu'on peut former les immigrants en anglais? Est-ce que le gouvernement peut prendre en charge? La réponse était non, dans le sens où c'est sûr qu'un gouvernement québécois ne va pas utiliser l'argent du contraire pour former des immigrants en anglais. La réponse, je comprends dans un contexte politique et même réalité. Mais par contre, je voudrais ouvrir sur un sujet fort intéressant, la question de la laïcité. C'est qu'on ramène un immigrant francophone, c'est correct, il arrive, il ne peut pas prendre les cours d'anglais. Où est-ce qu'il les prend, les cours d'anglais? C'est dans les églises, parce qu'il n'y a que les églises qui offrent les cours d'anglais. Gratuitement. Donc on envoie une image d'une société religieuse. Le premier contact qu'il a avec la société, c'est avec... Et ce qui est très intéressant, je tiens vraiment à remercier les églises anglophones, parce qu'elles offrent ce service-là à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des cours d'anglais. Mais c'est une image contradictoire. Et après 2-3 ans, on vient leur dire « Ah, mais c'est laïque, il faut... » On envoie une image qui est fausse de la réalité. Et je suis d'accord que c'est très sensible de demander au gouvernement québécois de former des immigrants en anglais. Mais la réalité aujourd'hui, elle est ça. Travaillons ensemble pour changer cette réalité. Monsieur le député, je suis allé chercher des éclaircissements. Posez des questions. Ma couleuvre devient obèse. Je voulais pas vous mettre dans le trouble, hein, je vous le dis. Cela dit, mettons, vous offrez un Polaroid un peu différent. Moi, vous savez, je suis un péquiste, séparatiste, souverainiste, avec beaucoup de S. Et de l'autre côté de la table, il y a quelques fédéralistes avec non moins de S. Et nous n'avons pas toujours la même approche par rapport... En fait, l'écart vu de l'extérieur est peut-être pas énorme, mais entre nous, on constate que c'est considérable, sauf lorsque vient le temps de souveraineté ou pas souveraineté, mais sur des questions linguistiques, il y a des écarts. On a une presse qui, à son insu, se trouve prise dans cette dichotomie et qui n'a pas toujours le recul. On le sait quand ils nous posent des questions. Et vous arrivez, vos gens arrivent ici, et eux, ils ont le portrait réel, immédiat. Et vous dites, le portrait, c'est que le Québec n'est pas une société française et qu'au Québec, on ne travaille pas en français seulement. Au Québec, on exige l'anglais dans un grand nombre d'emplois. Vous n'avez même pas mentionné qu'il y en avait où on ne l'exigeait pas. Et que les gens qui arrivent ici envisagent même de retourner parce qu'il n'est pas exact qu'ils sont arrivés dans une société française. C'est un constat assez lapidaire. C'est quand même c'est significatif que ce que vous nous dites. Mais vous dites à la fin de votre raisonnement qu'on ne peut pas imposer le fardeau de ça aux communautés immigrantes. Dans la mesure où, entre nous, on n'est pas toujours d'accord là-dessus, il y a quelqu'un qui va vous donner raison, quelqu'un ne va pas vous donner raison. Alors, je vais aussi prendre un autre exemple. Le Québec, parmi ses valeurs fondamentales, a l'égalité des sexes. Quelqu'un pourrait débarquer au Québec et dire c'est pas vrai que l'égalité des sexes est en parfaite application au Québec. C'est pas vrai. Dans les faits, il y a encore beaucoup de sexisme. Les publicités de bière, c'est des horreurs de sexisme. Il y en a beaucoup. Et donc, quelqu'un qui se fait dire moi, j'arrive au Québec, on va me demander de m'adapter parce que dans les valeurs fondamentales, il y a l'égalité des sexes, mais ce que j'observe, c'est que c'est pas vrai. Et donc, nous, comme communauté immigrante, nous ne voulons pas devoir assumer la valeur de l'égalité des sexes, et donc, nous ne voulons pas l'appliquer, nous voulons pouvoir continuer à gérer cette situation-là comme nous le faisions auparavant ou ailleurs. Est-ce que vous considéreriez que c'est un raisonnement valable? Je pense que... Allez-y, monsieur. Je pense qu'il y a une certaine nuance dans la comparaison des deux. Moi, je considère que les valeurs ne s'imposent pas. Parce que des valeurs imposées ne vont pas donner le résultat qui est demandé. Je m'explique. C'est que sur la question de la langue, quand nous avons mentionné que le fardeau ne doit pas être seulement porté par la communauté immigrante, on voulait dire que si actuellement il y a des obstacles réels, et je lance le défi de me retrouver une entreprise en ingénierie au Québec qui recruterait un francophone sans qu'il connaisse l'anglais. Et je peux vous garantir, je peux vous donner, j'avais avancé un chiffre, 100 entreprises qui recrutaient un anglophone qui ne connaît aucun mot de français. Ça dépend où, mais à Montréal, oui. Donc la réalité, elle est là. Mon point, c'est qu'on ne pourra pas demander que l'immigrant qui vient d'arriver, qui vient lui changer, il va rentrer, non, c'est en français qu'on parle,
La réalité, elle est là. Il aura même l'occasion de rentrer. Donc, ce que je dis, est-ce qu'on peut leur donner des outils pour pouvoir intégrer et participer avec les Québécois à imposer le français comme langue de travail? Parce qu'ils sont francophones, ils adorent cette langue-là. Au niveau de la question des valeurs, je suis d'accord avec vous sur une chose. C'est que le discours radical sur la question des valeurs, qui ne prend pas en considération l'histoire d'une révolution tranquille, qui a pris conscience de l'importance de transformer l'être humain d'une façon adéquate, de façon à ce qu'il adhère réellement à ces valeurs-là, oui, il se retrouve parce qu'il présente le Québec comme étant une société monolithique. Ceci dit, ça ne veut pas dire que cela soit utilisé comme étant un argument pour justifier la non-adhésion, la volonté de suivre le chemin d'intégration pour adhérer à ces valeurs. Je pense que la différence entre les deux, elle est le fardeau de supporter une réalité économique juste pour la communauté migrante, c'est une chose, mais on ne peut pas le comparer au fait que la volonté de vouloir adopter les valeurs du Québec, ça c'est une volonté qui n'est pas imposée par une réalité économique, c'est une volonté individuelle et collective d'un individu ou d'une famille à les adopter. C'est pour ça que je vois une nuance entre la comparaison des deux. Il y a assurément une nuance, mais je vous dirais qu'il y a un point commun. Une société d'accueil, pour préserver, en fait, pour assurer l'intégration harmonieuse des immigrants qu'elle reçoit, a la nécessité de les outiller afin qu'ils puissent fonctionner dans la communauté. Ces outils n'ont pas d'incidence sur les choix artistiques, beaucoup d'éléments de la vie domestique, la gastronomie, plein d'éléments qui ne sont pas touchés. Mais il y a quelques éléments fondamentaux qu'une société a le devoir, mais aussi la responsabilité, et on reviendra au français, je pense qu'on ne prend pas notre responsabilité en n'assurant pas que ce qu'on représente soit exact, mais il y a un certain nombre de choses qu'une société doit dire, ceci n'est pas négociable. Nous devrions le dire dans le cas du français, ce n'est pas négociable. Et nous devrions dire aux entreprises, encore là, je nuance votre exemple, il y a des secteurs qui sont internationaux d'emblée. L'ingénierie est un cas, c'est clair, mais c'est pas vrai pour le dépanneur du coin, c'est pas vrai pour l'essentiel de l'industrie manufacturière, c'est pas vrai. Bon. Mais en hôtellerie, en tourisme, en restauration, je comprends très bien que quelqu'un doive maîtriser minimalement l'anglais. Je ne comprendrais pas du tout qu'il ne maîtrise pas le français en même temps, par contre. Là. Mais je comprends ça. Et donc cette nuance-là, je l'applique. Mais je pense que c'est notre devoir. Et lorsqu'on envisage une politique d'immigration, on a l'obligation de dire qu'on parle peut-être un peu dans les airs si on fait des représentations à l'effet que nous sommes une société française et que dans les faits, ceux qui arrivent ici et qui sont heureux d'avoir l'avantage de parler français se rendent compte que ce n'est pas un avantage toujours et même que parfois, comme c'était explicité hier et encore aujourd'hui, ça peut même être un inconvénient parce que ça coupe l'accès à une certaine formation. Je suis fasciné par vous parlez en recommandation 4 de créer un portail d'information. Donc, vous faites référence à l'Internet. Là, je me dis, aujourd'hui, est-ce que l'Internet ne devrait pas nous assurer, à coût nul, que le portrait que l'on fait, moi, si je rêve un jour d'aller enseigner dans d'autres pays. Je vais regarder sur Internet, je vais fouiller et je vais avoir une connaissance considérable de la société où je m'en vais séjourner. Je vais lire l'actualité. Moi, je vais lire un paquet de trucs. Comment se fait-il qu'on n'a pas outillé les candidats à l'immigration à travers le monde et en particulier dans votre cas chez vous ou dans les pays d'origine de cette immigration pour qu'ils sachent très bien, d'emblée, à coût nul, où est-ce qu'ils atterrissent? Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, comme si on était en 1975 avec des difficultés à téléphoner puis on attend la documentation par la poste, ça prend 1 mois et demi, comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors que l'information est accessible instantanément, les gens ne sachent encore pas dans quelle société ils arrivent? Est-ce que c'est que la documentation officielle ne fait pas l'effort d'offrir un portrait fidèle? Monsieur Deradji. Tout à l'heure, Madame la ministre a dit quelque chose, c'est par rapport à la présence de nombre de consultants dans ces pays. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut régler parce que c'est des consultants que parfois ils peuvent... c'est des consultants privés, on se comprend, les gens payent, ils payent une somme très importante. Si on parle
dans les années 90, je pense, on parle de 10 000 $, 8 000 $ pour pouvoir analyser un dossier. Et ce genre de consultant peut biaiser un peu l'information, mais je suis d'accord avec vous que la personne qui veut migrer doit chercher l'information, doit aller fouiller, etc. Et en liaison avec la langue, c'est clairement dit, c'est un pays francophone, et c'est un marché de travail francophone, mais certaines spécificités, c'est quand on est sur place, et heureusement maintenant avec les différents articles, c'est que même les gens au Maghreb, et on a une presse écrite très présente ici, maintenant même au Maghreb, ce qui a été fait, on le retrouve dans les journaux Maghreb, et les gens savent maintenant qu'il y a un projet de consultation, il y a des gens qui nous envoient des messages. Est-ce que c'est vrai, on va limiter l'accès aux immigrants du Maghreb? On le reçoit, c'est quelque chose, c'est vraiment, on vit dans un petit village, on reçoit beaucoup d'informations par rapport à ça. Mais je dirais que, malgré ce qu'on peut lire au niveau que ce soit la presse écrite, au niveau des portails, il y a quelque chose que tu ne peux pas savoir juste confronté à la réalité. Et confronté à la réalité, c'est que nous, en tant qu'organisme, ne sommes préoccupés par la période de 5 ans, qu'on dit que pour réussir une bonne intégration, ça prend 5 ans, mais travaillons tous ensemble et outillons ces gens, une fois arrivés ici sur le sol québécois, pour diminuer leur période d'intégration. Mais je ne pense pas que juste un portail d'information va répondre à toute la question et la problématique. Il y a des réalités qu'on peut juste vivre ici. C'est parfois, on peut parler d'une tempête de neige, mais on peut voir une vidéo d'une tempête de neige, mais croyez-moi, ça peut stresser une tempête de neige de 30 cm à moins 45 degrés. On ne peut pas vivre ça par Internet, par exemple. On peut le vivre si on est là et on n'a pas mis le gant et on sent là le froid. Ça, on ne peut pas le vivre, on peut le voir et on peut l'imaginer. Mais c'est vraiment en vivant dans le pays où on peut voir. Et c'est pour cela que Lamine l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas au jour d'aujourd'hui essayer d'innover, de travailler ensemble pour pouvoir que la société gagne? Dans tout ça, c'est la société. En tant que Québécois, je n'ai pas envie de perdre des talents. Je n'ai pas envie qu'on dit que nous sommes dans un pays francophone et que la langue d'usage dans le milieu de travail, c'est l'anglais. Moi, ça me tue, ça. Et je ne veux pas que la deuxième génération, on dit toujours la première génération, c'est la génération qu'on sacrifie, mais je n'ai pas envie que la deuxième génération vive les mêmes problèmes que nous vivons présentement. Merci. Anecdotique. Une anecdote, en février, il y avait un colloque, un forum international de parlementaires ici, et plusieurs venaient d'Afrique. Et ça se promenait entre l'Assemblée nationale ici et l'hôtel Lowe's à 500 mètres. Ils fournissaient des manteaux parce que c'était apocalyptique. Et puis c'était une journée où le vent était particulièrement piquant. C'était très froid. Ben, écoute, il fournissait les manteaux, tous les gens. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un rentrer dans l'aéroport, je ne sais pas s'il en est ressorti un jour. Je fais une mini-pause publicitaire pour dire, parce que vous avez parlé de la reconnaissance des diplômes, l'immigration étudiante. J'ai développé une proposition qui est d'ailleurs dans notre programme, à l'effet que les immigrants, les étudiants étrangers francophones paient les mêmes droits de scolarité, paieraient les mêmes droits de scolarité que les Québécois qui sont déjà ici, là, qui sont locaux déjà, et que ceux qui ne sont pas francophones, s'ils restent au Québec par la suite, se verraient rembourser la différence sous forme de crédit d'impôt, parce que c'est une immigration je dirais parfaite, l'immigration étudiante, sous réserve que ça ne soit pas la cause d'un exode des cerveaux dans les pays d'origine. Je veux aller à la recommandation 8 rapidement. Il y a dans cette recommandation la réponse à un de nos différends. Vous parliez de majorité. Majorité, ça reste quelque chose d'assez vague et c'est un objectif qui n'est pas aussi clairement quantifié que les autres éléments avec lesquels on peut ne pas être confortable. Moi, je ne veux pas que la majorité des immigrants deviennent québécois, je veux qu'ils le deviennent tous. Et s'ils le deviennent tous, ça veut dire qu'ils vont tous connaître nos institutions, ils vont tous avoir des bases sur notre histoire, ils vont reconnaître certaines valeurs fondamentales, ils vont tous avoir une base de français ou même, idéalement, être capables d'avoir une conversation en français puisque c'est la langue commune entre les gens de toutes origines. La manière de passer d'une majorité qui connaissent déjà le français à l'accueil à une, disons, quasi-totalité, parce que le paradis a ses limites, c'est effectivement la formation. Or, on a beaucoup parlé de ressources. J'ai dans ma circonscription
des gens d'origine africaine qui parlent français, qui doivent suivre des cours pour pouvoir aller en emploi. Ils n'ont pas le droit d'aller en emploi avant. Les cours ne sont pas disponibles. Ils doivent attendre. Ils veulent travailler. Ils parlent français. Il y a des emplois disponibles pour eux. Ils ne peuvent même pas aller les occuper. Moi, je dis depuis le début où je touche à ce dossier, ça date seulement d'hier, que les ressources ne sont pas adéquates. Les ressources sont insuffisantes. On met le chiffre, mais la ressource qui permet que le chiffre soit un objectif valable n'est pas là. Mais comment réagirait votre communauté si on devait dire, écoutez, nous devons limiter le nombre, bon, dans votre communauté, évidemment, le problème est moindre, mais nous devons limiter le nombre parce que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour les intégrer harmonieusement, et Dieu sait que pour ma part, je n'ai pas de restriction de principe sur le nombre de l'immigration, sous réserve qu'on les intègre harmonieusement. Monsieur Foura. Deux petits commentaires. 2 minutes. Donc, rapidement, dans vos définitions de devenir québécois, j'ajouterais aussi être reconnu dans ma formation pour que je puisse trouver un emploi, pour que mon gars puisse jouer au hockey et que ma fille puisse jouer au patinage. C'est important parce que les gens, la perception de se sentir québécois, il faut que je sois aussi reconnu dans ma propre valeur, pas seulement que j'adopte la langue et j'adopte les valeurs. Je dirais que, à mon avis, ce n'est pas une question de moyens. C'est sûr que la question de moyens va se poser à un moment donné, il y a une limite. Mais comment on utilise les moyens? Et je considère, pour être juste, depuis 10 ans, depuis 2000, depuis que je commençais à connaître le modèle d'intégration au Québec, je pense qu'on est encore dans des paradigmes dépassés du modèle d'intégration. Il faudra qu'il y ait une refonte de la façon d'aider les immigrants à s'intégrer. Je vais donner un exemple. Je comprends qu'au Québec, on développe la notion de citoyenneté et que les gens sont citoyens, donc on parle de communauté, mais on fait attention à ne pas parler d'un ghetto, de créer un ghetto. Mais en même temps, comment expliquer que le privé, je reçois plusieurs demandes d'entreprises qui vont travailler au Maghreb ou qui travaillent dans une zone du monde où je maîtrise la culture, ils viennent recevoir des services où je les aide à comprendre la culture. Comment ça se fait que nous avons des immigrants de 180 pays et qu'on n'exploite pas les organismes qui maîtrisent très bien le milieu, d'où est-ce qu'ils viennent les immigrants? Ce n'est pas une question de moyens. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, ethno-communautaires, où on sait qu'il y a eu des décisions qu'on ne doit pas donner des subventions à des organismes ethno-communautaires pour des raisons objectives, mais en même temps, on perd la capacité de pénétration culturelle. Un immigrant qui est passé par un processus d'immigration, qui se déplacerait à Alger, à Casa, pour donner une conférence à 100, on fait des entrevues, on regroupe 200 immigrants, il leur parle, lui, avec leur langue, ils comprennent très bien, je ne parle pas de la langue, c'est en français, mais avec leur codage culturel de l'expérience québécoise, je pense que c'est beaucoup mieux qu'un site Internet. Donc je pense, bon, je parlais d'autres exemples que la francisation, je pense qu'actuellement, on a besoin de revoir notre processus. Je vais être très bref. Actuellement, je vois que notre politique d'immigration, c'est un budget qu'on distribue à des organismes établis depuis longtemps. Il manque un peu de génie dedans. Merci. Merci de votre participation. Merci au Congrès maghrébin au Québec, M. Deradji, M. Foura. C'était fort intéressant. Nous allons, comme nous avons terminé les auditions qui étaient prévues pour aujourd'hui, la Commission ajourne ses travaux jusqu'en septembre pour reprendre de nouvelles auditions. Merci aux collègues qui ont participé à cette commission parlementaire. Merci aux gens de l'Assemblée nationale, l'enregistrement, la télédiffusion, le secrétariat. Merci également au personnel du ministère et les recherchistes qui participent aux travaux de cette commission. Donc, j'ajourne les travaux.